Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo actualité. Il s'est passé énormément de choses cette semaine dans l'actu foot allemande, que ce soit la Bundesliga, les clubs allemands en général. Et plutôt que de faire plein de petites vidéos, aujourd'hui je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te poser et parler aux gens de tout ce qui s'est passé. Alors j'ai aucune idée de combien de minutes va durer cette vidéo, j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps non plus. En tout cas, s'il y a des thématiques qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à regarder en description, je mettrai clairement les timecodes des sujets abordés. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la rotation des coachs, il y en a eu énormément, de la relégation entre Heidenheim et Elversberg. Et évidemment, on va rapidement parler aussi des transferts qui ont été actés, malgré que le mercato commence que dans quelques jours. Évidemment, si ce genre de vidéo actualité vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à l'eau ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettez évidemment un commentaire de ce que vous pensez des actualités qui vont être mises en revue. En tout cas, j'ai préparé mes petites fiches et on est parti parce qu'il y a pas mal d'infos. On va commencer par une des informations que j'attendais le plus tout simplement de cet été. Qui sera le nouveau coach du Bayer Leverkusen? On sait que Xabi Alonso a décidé de choisir le Real Madrid pour la saison prochaine. Et donc, on ne savait pas qui allait prendre les rênes du Bayer Leverkusen, si ça allait être un intérimaire, si ça allait être un coach de renom. Et donc, le Bayer Leverkusen s'est décidé à signer Erik ten Hag, l'ancien coach de Man U et de l'Ajax Amsterdam. Il avait déjà été pressenti en Bundesliga récemment lorsqu'il fallait remplacer Zaren au Borussia Dortmund. Finalement, c'est Niko Kovac qui aura été préféré à ten Hag. Et donc, il se retrouve dans cette équipe du Bayer Leverkusen qui va avoir énormément de changements. Au-delà de lui qui arrive en tant que nouveau coach, l'équipe va être totalement remaniée la saison prochaine. Pour rappel, ten Hag n'arrive absolument plus dans l'âge d'or du Bayer Leverkusen, ce qu'ils nous font depuis 2 saisons. On va avoir énormément de départs. On va en parler tout à l'heure, mais il y a Ta qui a déjà été annoncé du côté du FC Bayern. On a Florian Wirtz qui va sûrement se diriger vers Liverpool. On a sûrement Grimaldo, Frimpong, peut-être même Patrick Schick. Enfin bref, plein de joueurs qui s'en vont. Cette équipe qui a permis au Bayer Leverkusen d'être champion d'Allemagne, de gagner la Coupe d'Allemagne, d'aller assez loin en Europa League, d'aller en finale dans l'Europa League, de jouer cette saison la Ligue des Champions. Enfin bref, cette équipe totalement mythique et sûrement la meilleure équipe de l'histoire du Bayer Leverkusen, sans aucun doute d'ailleurs, va totalement changer. Et Erik ten Hag, déjà, je pense qu'il ne faut pas trop lui mettre la pression par rapport aux résultats. Si on prend le coach pur et dur, je sais qu'il ne fait absolument pas l'unanimité en Europe. Le gars, c'est un peu foiré à Manchester United, mais en même temps, qui ne se foire pas récemment à Manchester United? C'est vraiment un club qui est hyper mal dirigé, que ce soit au niveau de la direction, du coaching, des joueurs. Il n'y a rien qui va à Manchester. Et donc, si on lui enlève ça, on a tendance à oublier qu'il a quand même fait de très bons résultats avec Utrecht lorsqu'il a commencé à être coach. Et surtout, avec l'Ajax Amsterdam, il a quand même amené cette équipe en demi-finale de la Ligue des Champions avec énormément de jeunes qu'il a lui-même fait développer. Ces joueurs-là ont vraiment explosé avec ten Hag à l'Ajax Amsterdam. Donc, au niveau du développement, je trouve que ten Hag, c'est quand même un très bon coach si on fait abstraction de son passage à Manchester United. C'est pas donné à tout le monde de chercher 6 titres avec l'Ajax récemment. Alors je sais qu'on aura tendance à lui coller assez facilement aussi des propos qui ont été tenus surtout en conférence de presse. La communication avec ten Hag, elle est toujours un peu compliquée quand on voit qu'il y avait eu une grosse embrouille interne à Manchester avec Cristiano Ronaldo qui avait été un peu accusé comme quoi c'était lui le problème de Man U à cette époque-là. C'était pas vraiment le cas avec Sancho, avec qui ça n'allait pas du tout. Voilà, au niveau relationnel, c'est peut-être pas le meilleur de tous, on peut l'admettre. Mais au niveau tactique et développement des jeunes, moi j'y crois sincèrement. Et vu que, comme dit, le Leverkusen, on n'attend pas à ce qu'il soit champion d'Allemagne l'année prochaine avec les changements qu'il y aura, je me dis que ça peut être pas mal de reconstruire une équipe autour d'un coach très tactique. Et donc avoir ten Hag au niveau sélectionneur, entre guillemets, uniquement, et ben ça me va beaucoup mieux que quand il a un peu des pouvoirs de transfert. Parce que c'est vrai qu'il avait tenté d'amener un maximum de joueurs de l'Ajax à Manchester United qui n'étaient vraiment pas faits pour cet environnement de club-là. Et ce qui est quand même rassurant avec Leverkusen, c'est que ça reste quand même Simon Rolfes qui s'occupe des transferts. Et je pense qu'au vu de ce qu'il a montré ces 2 dernières saisons, on peut quand même grave lui faire confiance. Non, parce que quand on y pense, Leverkusen, l'été qui arrive, c'est tout simplement l'été le plus important depuis des années pour ce club-là. Et donc, ils vont avoir énormément d'argent avec les ventes qu'ils vont faire. Il va falloir de nouveau acheter des joueurs pour avoir un effectif au complet. Donc très hâte de voir ce que fait Leverkusen cet été. Ça va tout simplement être le club que je vais suivre le plus au niveau des transferts. Parce qu'en fonction de ce qu'ils font cet été, ça peut totalement changer la saison de Leverkusen l'année prochaine en bien ou en très mauvais. Alors je sais que la direction de Leverkusen dit qu'ils ont des ambitions.
Alors je pense pas non plus qu'ils vont jouer la 18e place, qu'ils vont jouer la relégation l'année prochaine. Après, on n'en voudra pas à Leverkusen s'ils jouent la Conference League par exemple, au vu des changements qui sont prévus. Et donc une chose que j'aime bien dire quand même par rapport au nouveau coach, laissez-leur du temps. Même si Ten Hag, je sais que beaucoup vont lui tomber dessus hyper rapidement par rapport à ce qui s'est passé à Man U, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec l'Ajax. Et donc même si la demi-saison qui arrive n'est pas folle, laissez-lui du temps et voir sur une année ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe de Leverkusen. Transition sur une autre équipe qui a changé son coach très récemment. D'ailleurs au moment où je tourne, j'ai appris qui était le nouveau coach il y a vraiment 1 ou 2 heures. Ah oui, parenthèse, je tourne jeudi fin d'après-midi. S'il s'est passé encore des dingueries d'ici que la vidéo sorte, je suis désolé si on sait exactement où finit Florian Wirtz. Je suis désolé, je n'ai pas vu l'info, il est actuellement jeudi soir. Et donc, on verra bien s'il s'est passé des choses vendredi d'ici que la vidéo elle sorte. Mais donc le Werder Bremen s'est séparé de Ole Werner, coach en place au sein du Werder Bremen depuis 2021-2022. C'est un coach qui a tout simplement ramené le Werder en Bundesliga qui était descendu donc en Ligue 2 allemande. Il est arrivé en milieu de saison, il a permis de faire un gros push en fin de saison avec 7 victoires consécutives. Le Werder finira deuxième de la saison avec plus de 60 points. Ils seront en Bundesliga et surtout ils resteront en Bundesliga en place. Et donc Ole Werner, on peut être fan ou non de son coaching, c'est quelqu'un qui a quand même ramené le Werder Bremen au devant de la scène et qui cette année les a quand même amenés à la 8e place. Une place hyper honorable par rapport aux projections de début de saison. Donc franchement, c'est une saison plutôt réussie pour le Werder Bremen. Ole Werner, il est quand même aussi la raison pour laquelle Füllkrug a été meilleur buteur de l'année en Bundesliga. Alors certes, 16 buts, c'est pas énorme, mais il était meilleur buteur cette année-là. On a Marvin Duksch qui a complètement explosé avec lui. On voit aussi Romano Schmidt qui est de mieux en mieux, qui devient vraiment un pilier d'une équipe forte en Bundesliga. Voilà, donc il y a aussi pas mal de développement au sein de son équipe. Et là où c'est paradoxal, c'est que le Werder Bremen voulait prolonger avec Ole Werner. Il y a beaucoup de critiques envers ce coach, surtout de la fanbase de Bremen, qui trouve qu'il est un peu prévisible par rapport à ses tactiques. Ce qui est le cas, il faut le dire. Et même si c'est le cas, c'est un coach qui arrive toujours à motiver son équipe et qui arrive à tirer le meilleur d'eux-mêmes. La preuve, ils ont quand même fini 8e cette saison, ce qui n'est pas du tout anodin. Et donc le Werder Bremen, le Vorstand, donc la direction, était contente de son travail et voulait prolonger avec lui. Son contrat s'arrêtait en 2026 et c'est lui récemment qui a dit non. Alors c'est vrai que quand on a vu pendant la saison plusieurs critiques sur lui, comme quoi on voulait qu'il parte, entre guillemets, quand je dis on, c'est les fans du Werder en général, moi je faisais partie des sceptiques mais qui lui laissaient sa chance, et que la direction était complètement derrière lui, on s'est dit bon voilà, Werner là ils sont en négociation, ils vont le prolonger, il n'y aura pas de souci, on va l'avoir jusqu'en 2029, et finalement c'est Werner lui-même qui a décidé d'arrêter, et c'est plutôt étonnant, on s'y attendait pas. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en interne. Moi qui suis quand même pas mal le Werder Bremen, plus en interne au niveau des médias et des sources internes, on apprend que Werner, littéralement, tout ce qu'on reprochait à Bremen depuis des années, Ole Werner le reproche aussi à sa direction. Ça accumule quand même pas mal d'argent depuis quelques années. Alors oui, Bremen, c'est de loin pas le club avec le plus d'argent de Bundesliga. N'empêche qu'au niveau de transfert, ils sont un peu fragiles et ils osent pas trop faire des moves. Enfin, le move qui a coûté un peu cher, c'était Keita, et c'était un flop monumental. Pour dire, actuellement, je crois que Keita, il a été prêté par le Werder Bremen à un club hongrois. Mais apparemment, il était bon cette saison. Mais bon, je veux pas le revoir à Bremen. Et donc, on apprend par des sources internes que Werner, il est saoulé par la direction du Werder Bremen, qui ne lui donne pas les moyens d'avoir les joueurs qu'il souhaite. Et je ne parle pas évidemment de superstars, on est à Bremen, on se calme, ils n'ont pas vraiment de budget, mais au moins d'avoir des profils qui correspondent à son jeu. Et le Werder, ils sont plutôt pas d'accord avec ça. Et donc forcément, quand ta direction n'est pas d'accord avec ton coach, c'est déjà étonnant que la direction veuille le prolonger. Mais si on ne te donne pas les outils que tu as besoin pour faire le mieux avec ton effectif, forcément c'est compliqué. Surtout que, on va voir ça dans les transferts tout à l'heure, Bremen actuellement ils sont plus dans une politique de vente que d'achat. Et donc tu perds des joueurs, tu n'en achètes pas, ça devient un peu compliqué à force. Et donc vu que Werner refuse la prolongation en 2026, le Werder Bremen a un peu pris la mouche, on va pas se le cacher, et a décidé de virer son coach. Et donc voilà, de base, ils voulaient en début de semaine le prolonger, ils l'ont viré en fin de semaine. Et là où on savait pas trop qui était candidat, j'ai commencé à pleurer de voir que Marco Rose était un candidat sérieux. Oui, vous savez, l'ancien coach de Leipzig que j'arrête pas de démonter, c'était un candidat sérieux au poste de coach. Et là,
je me suis dit, je vais me prendre tout le karma de l'année où j'ai pas arrêté de le critiquer dans la figure. Mais finalement, non. Ça sera Horst Steffen, le nouveau coach du Werder Bremen. Si ce nom vous dit rien, c'est le coach de Elversberg, qui était encore en train de jouer avec son équipe en début de semaine pour, vous savez, monter en Bundesliga. On y reviendra après. Mais bon, purement factuellement, Horst Steffen, c'est un bon coach. Il est quand même monté avec Elversberg de 2021 à maintenant. Il était à deux doigts de monter en Bundesliga tout simplement. Il est monté de la Ligue 4 à la Ligue 3, de la Ligue 3 à la Ligue 2 et de la Ligue 2 presque à la Ligue 1. Donc en 4 ans, faire ça avec un club que personne ne connaissait il y a encore 4 ans, c'est plutôt phénoménal. Mais ça reste un pari risqué. C'est un coach qui ne connaît absolument pas la Bundesliga. Mais bon, au vu de ce que j'ai vu sur le jeu de Elversberg, je suis plutôt rassuré sur le choix du coach. Par contre, c'est vrai qu'au niveau sentimentalement parlant, je trouve ça un peu triste pour Elversberg qui était à deux doigts de monter en Bundesliga et qui la même semaine perd son coach qui les a amenés là où ils sont actuellement. J'espère que ça va pas être une chute de fou pour cette équipe. Et surtout, même si tu as un nouveau coach et que sa philosophie de jeu n'est pas la même que Ole Werner, parce qu'il a l'air déjà beaucoup plus offensif que Ole Werner, les problèmes que Werner pointe du doigt au Werder Bremen, ils vont pas changer parce que tu changes de coach. Si tu ne lui donnes pas un effectif capable, tu ne joueras pas l'Europe l'année prochaine. Transition sur le troisième coach qui a été viré. Et oui, il y en a eu beaucoup cette semaine. Torup et son manager, celui qui gérait les transferts, ont été remerciés par le FC Augsburg et ils ont cherché Sandro Wagner en tant qu'entraîneur. Alors, pour ceux qui connaissent le nom, Sandro Wagner, ancien attaquant allemand de l'équipe d'Allemagne qui était au Bayern à une certaine période, qui était plutôt bon, c'était un joueur que j'aimais bien. Une sacrée tête de pioche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un sacré caractère et qui était depuis maintenant quelques années au sein de l'équipe d'Allemagne en tant qu'entraîneur adjoint de Julian Nagelsmann. Donc voilà, ça fait quelques temps maintenant et ça se passait plutôt hyper bien. Et c'est vrai que l'été dernier, on avait déjà des petites rumeurs comme quoi Sandro Wagner voulait devenir entraîneur d'une équipe de Bundesliga. C'est chose faite. Maintenant, pourquoi Augsburg a viré son coach alors qu'on peut dire que ça s'est pas si mal passé? Ouais, mais Augsburg espère quand même mieux. Parce que c'est vrai qu'au vu des budgets que les clubs commencent à avoir, des effectifs, des clubs qui montent en Bundesliga, parce que Köln et Hamburg, ça reste quand même des clubs de Bundes qui sont attractifs pour les joueurs, c'est vrai qu'Augsburg commence un peu à avoir peur. Et c'est vrai qu'en fin de saison, quand tu te retrouves sur les 6 derniers matchs à faire 4 défaites de suite, avec des matchs nuls, c'était pas beau du tout, où tu avais à un moment donné dans la saison la meilleure défense d'Europe, mais ça a duré 1 mois et demi, et après tu t'es complètement écroulé depuis la défaite du Bayern. Le FC Augsburg, en tout cas au niveau de la direction, ça leur a pas plu. Le mot qui est utilisé, c'est que Augsburg veut devenir une équipe sexy. Alors déjà, ça me fait beaucoup rire d'entendre une équipe qui veut devenir sexy, mais ils en ont marre du côté on joue grave en défense, le but c'est tout simplement de prendre le moins de buts possible et d'éviter la relégation. Augsburg, ils veulent avoir des ambitions, et donc ces ambitions doivent passer par Sandro Wagner, qui est donc un entraîneur adjoint assez reconnu, que je pense a les capacités pour être un très bon coach en Bundesliga. Maintenant, c'est vraiment un énorme coup de poker. On ne sait absolument pas ce qu'il vaut en tant qu'entraîneur numéro 1. Et donc, Augsburg, soit ça peut très très bien se passer pour eux, soit ça peut finir en relégation l'année prochaine. Franchement, ça sera hyper intéressant de voir ce qu'ils vont faire aussi au niveau des transferts. Le FC Augsburg prend un pari risqué, mais c'est un pari que j'aime beaucoup. Et franchement, Torup, par rapport à ce qu'il a montré avec cette équipe du FC Augsburg, je pense qu'il retrouvera un club sans trop de problèmes. On en parlait tout à l'heure et on a eu les matchs de relégation entre le 16e de Bundesliga et le 3e de Zweite Bundesliga. Donc match qui opposait Heidenheim à Elversberg. Et c'était ultra intéressant malgré toutes les critiques qu'il y avait autour de ces deux clubs que personne ne trouve sexy, comme dirait la direction du FC Augsburg. C'était des matchs super. Deux matchs à la physionomie assez différente. On a eu donc le premier match à Heidenheim qui s'est terminé 2-2 avec Elversberg qui est arrivé en tant que 3e de Zweite Bundesliga et qui a décidé de montrer qu'ils n'étaient pas là pour enfiler des perles. Une première mi-temps totalement surdominée par Elversberg qui nous a montré qu'ils étaient très forts, et Horst Steffen qui joue un jeu ultra offensif avec son équipe, enfin avec son ancienne équipe maintenant, avec un jeu en une touche de balle qui m'a choqué. Le deuxième but de Elversberg qui font limite un tiki-taka dans les 16 mètres de Heidenheim, je ne m'y attendais pas vraiment. Alors oui, cette équipe a pris pas mal de buts en Zweite Bundesliga, mais eux ont décidé de faire le pari de marquer plus de buts que leur adversaire. Et franchement, ça a presque marché sur le premier match. Mi-temps, Elversberg mène 2-0. Sortie de mi-temps, Elversberg, il y a un joueur qui met une tête ras du poteau croisé, qui aurait dû être le 3-0 pour Elversberg. Et je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été
terminé pour Heidenheim. Mais bon, Heidenheim, c'est quand même le club qui a l'habitude de jouer le FC Bayern, Dortmund, Leverkusen et j'en passe. Et donc, ils sont réveillés à un moment donné, vers la 60e minute, et ils ont montré que c'était eux qui étaient en Bundesliga. Et à ce moment-là, au moment du réveil de Heidenheim, Elversberg n'a eu aucune chance. Finalement, un match que Elversberg devait mener 3-0 à la 55e minute, il y a eu 2-2 à la fin, et au vu de la deuxième mi-temps, je pense que Heidenheim aurait pu aussi en mettre 4. Donc franchement, 2-2, franchement, c'est pas choquant de voir ça. Et donc, deuxième match à Elversberg, et Heidenheim a commencé sur la même lancée qu'ils ont terminé le match précédent, c'est-à-dire qu'ils ont montré que c'était eux qui étaient en Bundesliga. La première mi-temps était surdominée par cette équipe de Heidenheim qui était, on rappelle, 16e l'année dernière, mais qui était vraiment trop fort. Ils marquent le 1-0 dès la 9e minute et franchement, quand on voit ce qui se passe, les nombres de déchets techniques, Elversberg a perdu énormément de ballons. Ça jouait très physique entre les deux équipes, mais Elversberg ne s'en sortait pas. On s'imaginait vraiment que c'était fini pour Elversberg. Mais cette équipe est quand même ultra surprenante et à contre-courant total du jeu, égalisera. Un partout à la mi-temps. Et j'ai l'impression que chaque mi-temps, ça doit être surdominé par un club. La dernière mi-temps de ce match entre Heidenheim et Elversberg est surdominée comme pas possible par Elversberg qui vraiment a un nombre d'occasions dingue, qui n'arrive pas à la mettre au fond. Et franchement, on se dit, Heidenheim, voilà, ils avaient leurs occasions en première mi-temps, ils auraient pas dû se prendre ce but, ils auraient dû en marquer plus au premier match. Et on a cette scène absolument folle à la 90 plus 5e minute du temps additionnel où Heidenheim a une contre-attaque. C'est peut-être la seule attaque de la deuxième mi-temps de Heidenheim. On a Leo Scienza qui nous marque un bijou absolument monumental pour sceller le destin de Elversberg. 2-1 pour Heidenheim à contre-courant du jeu. Pareil, Elversberg avait égalisé alors que Heidenheim dominait. Et là, Heidenheim mène 2-1 à la toute fin de match en ayant été bouffé en deuxième mi-temps. Et c'est vraiment cruel de se dire que la saison de Elversberg se termine comme ça, sur un but en temps additionnel à contre-courant du jeu, alors que c'était eux les outsiders techniquement. C'était absolument fou, les matchs étaient très intéressants. Franchement, la relégation, moi, c'est de toute façon des matchs que je kiffe en général. Et c'est donc Heidenheim qui restera en Bundesliga la saison prochaine. On espère pour Elversberg que la chute ne sera pas trop difficile, parce que clairement là, entre la défaite et le fait directement, quelques jours plus tard, de perdre son coach, je trouve ça vraiment extrêmement dur pour cette équipe de Elversberg qui va devoir vraiment avoir un mental de feu pour s'en sortir la saison prochaine. En vrai, c'est vrai que le coach, je suis quand même content pour Bremen parce que ça a l'air d'être un très très bon coach. Mais j'ai du mal à comprendre le fait que tu abandonnes entre guillemets ton équipe comme ça avec qui tu as tout vécu. Je suppose que la Bundesliga et le Werder Bremen c'est quand même beaucoup plus attrayant que Elversberg, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. J'espère en tout cas que ça se passera bien avec le Werder Bremen et que cette équipe de Saarland s'en sortira la saison prochaine. Et on va finir ces actus foot allemands avec les transferts qui ont déjà été annoncés. Évidemment, actuellement, on n'a toujours pas le mercato d'ouvert en Allemagne. Et donc, on a beaucoup d'agents libres qui viennent au sein du FCB. On a déjà donc Jonathan Tah qui a été officiellement annoncé ce matin au moment où je tourne. Donc, on rappelle le jeudi, qui est annoncé avec une petite vidéo sympathique au FC Bayern. Et pour le coup, se dire que Tah vient gratuitement au FC Bayern, je trouve que ça reste un très bon coup. Quand tu sais que tu dois te séparer de Min-jae, qu'il y a quelques rumeurs autour de défenseurs centraux assez sympas, je me dis que la doublette Upamecano-Tah en défense du FC Bayern, ça peut ultra bien fonctionner. Je suis pas ultra fan du joueur, mais je pense que ça reste un très très bon défenseur central, largement meilleur que Kim Min-jae actuellement. Sachant qu'on a aussi Bischoff qui va bientôt arriver au FC Bayern, donc pour l'instant des petits coups sympathiques. On a le jeune Franz Kretschek qui était un joueur du FC Bayern qui a été prêté à Heidenheim, qui revient à Munich et qui est ensuite vendu pour 3,5 millions à Salzburg. C'est un bon coup pour Salzburg et je pense que ce jeune-là n'aurait pas eu le potentiel nécessaire pour jouer de manière régulière avec le FC Bayern. Donc franchement, 3,5 millions pour un jeune de ton académie, c'est super. Et sinon, dans les grosses annonces, on a le Werder Bremen qui se fait dépouiller de ses joueurs. On a Burke ou Burke, je sais jamais comment ça se prononce. L'Écossais qui rejoint donc Union Berlin en tant qu'agent libre. Et pareil pour Young, le défenseur du Werder qui rejoindra le SC Freiburg la saison prochaine. Mais évidemment, le transfert qu'on attend tous avec impatience, c'est celui de Florian Wirtz. Apparemment, c'est plus ou moins acté qu'il va aller à Liverpool. Mais vu comme ça prend du temps quand même, je me dis qu'il peut toujours avoir des rebondissements et qu'il finisse à Manchester City ou au Real ou peut-être au Bayern, je sais pas, on verra bien. En tout cas, ça prend un peu de temps.
Ça serait autour des 150 millions. Peut-être au moment où je sors la vidéo, on sait que Wirtz a officiellement signé là-bas. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est plutôt sympa aussi des fois de se poser et juste parler des actus qu'il y a. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il se passe déjà autant de choses une semaine après l'arrêt de la Bundesliga. Et c'est plutôt positif de se dire que même quand il n'y a pas de match, il y a toujours des trucs à raconter et plein de choses à suivre. Vraiment, cette période du mercato, c'est une période que je kiffe de fou. On se retrouve très bientôt pour des actus foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis servus!